suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui sera le bilan lecture du mois d'août. Alors, je vais tout faire pour être le plus rapide possible, mais j'ai lu 8 romans, dont des romans qui étaient lourds en termes d'univers. Pas lourds dans le sens, j'ai pas aimé, hein, mais dans le sens où c'est un gros univers. Donc à expliquer, ce sera pas les plus simples. Donc je crois en moi, mais j'ai un peu peur, je vais vous l'avouer. On va commencer du coup tout de suite, on va pas perdre plus de temps que ça. Juste pour vous dire, j'ai lu un contemporain, un thriller, 1, 2, 3, 4, 5 fantasy et un fantastique. Voilà, donc niveau, c'est un peu dans ce que je lis habituellement. Donc je suis contente, quoique le contemporain ça arrive peu, hein, vous le savez. On va d'ailleurs commencer par celui-ci. Alors, j'ai plus vraiment les livres avec moi parce que je les ai, une fois que je les ai finis, si je veux pas les garder, si je sais que je les ramènerai pas en France dans les valises parce que ça prend énormément de place, ou que je les ferai pas ramener dans des cartons qui vont me coûter une blinde, je les garde pas, je les donne à des amis à moi qui lisent également. Du coup j'ai préféré faire comme ça. Du coup j'ai lu, je me décale un petit peu pour vous laisser de la place pour la couverture, Yellow Face de R.F. Kuang. Donc c'était mon premier de cette autrice et j'ai vraiment beaucoup aimé. Je vais pas en parler tant que ça, enfin, tous les premiers là dont je vais vous parler, je vais pas en parler énormément parce que j'ai des vlogs, reading vlogs qui sont dédiés carrément à ces lectures. Mais comme je sais que tout le monde ne regarde pas les reading vlogs, je vais quand même en parler un petit peu. Du coup ici on va suivre une protagoniste qu'on n'a pas forcément l'habitude de suivre parce que c'est pas la méchante entre guillemets, mais c'est un peu l'antagoniste on va dire quand même, puisque elle fait des choses qui sont moralement horribles et nous on va la suivre quand même à chaque fois dans ce parcours. Mais en gros on va suivre, attendez parce que les prénoms ça fait quand même presque 2 mois que je les ai lus, donc comment vous dire, on va suivre June qui un soir va fêter va rejoindre Athéna, c'est une amie à elle qui s'appelle Athéna. Elles sont toutes les deux autrices, sauf que Athéna, dès son premier bouquin, a eu le succès dont tous les auteurs, autrices peuvent rêver sur cette planète. Contrairement à June qui, en fait son bouquin n'a pas eu tant de succès que ça, et du coup elle essaye de s'en sortir comme elle peut. Athéna là, elle a convié June à ce rendez-vous tout simplement parce que elle a signé un contrat avec une boîte de prod ou ce genre de choses pour faire adapter son livre, et du coup elle voulait prendre un verre avec June. Parce que c'est un univers un peu compliqué où tout le monde se tire un peu dans les pattes quand même, souvent. Et du coup, on va dire que June c'est un peu ce qui se rapproche le plus comme une amie pour Athéna. Est-ce que l'inverse est vrai? Pas tellement, on va vite s'en rendre compte. Et du coup bref, elle va l'inviter parce qu'elle veut fêter la bonne Noël avec une amie. C'est un verre au départ qui était donc dans un bar, etc. Finalement, Athéna va inviter June chez elle pour poursuivre cette soirée. Il va y avoir un accident. Je vous laisse découvrir comment ça va se passer. Et Athéna va mourir dans cette soirée. June appelle les pompiers, etc. Elle fait ce que toute personne devrait faire, sauf que il lui passe par la tête que, en fait, juste avant que Athéna meure, elle avait été faire un petit tour dans son bureau, là où Athéna travaille et où elle écrit, et elle est tombée sur un manuscrit dont Athéna a parlé à personne, même pas à son agent, même pas à son éditeur, à personne. Du coup, June va tout simplement voler ce manuscrit et va le faire passer comme un de ses livres. Elle va réécrire certains passages et puis après elle va tout simplement l'envoyer à son éditeur en disant écoute, j'ai ce manuscrit sur lequel j'ai travaillé depuis tant de mois, tant d'années, et en fait c'était parce que c'est un manuscrit qui traite des travailleurs chinois pendant la Première Guerre mondiale. Donc voilà, Athéna elle a des origines chinoises, donc elle se sentait on va dire bien placée pour en parler parce qu'elle a fait des recherches, etc. June n'a pas d'origine chinoise, mais ce qu'elle va faire, comme elle s'appelle June, comment c'était déjà, Hayward, mais elle va se donner un autre nom. Alors j'ai plus le nom en tête, mais bref, son éditeur va lui dire est-ce que en gros, c'est un peu bizarre. Elle a un deuxième prénom comme on peut tous avoir, je sais pas, le prénom de notre grand-mère, le prénom de telle personne de notre famille, qui sonne un peu, on va dire, asiatique, et du coup elle va tout simplement le prendre
mais en même temps elle ne dit jamais dans ses interviews qu'elle a des origines chinoises. Voilà, donc c'est un peu sous-entendu, mais elle veut pas non plus assumer le fait qu'elle n'en a pas et donc bref, ce livre va sortir et il va avoir le succès dont rêvait June, mais bien sûr ce sont les mots d'Athéna, elle a juste réécrit quelques scènes par-ci par-là et du coup on va la suivre dans tout le processus créatif qui n'est pas très grand puisqu'il n'y a plus grand chose à faire, dans toute la partie communication, réécriture, etc., promotion du livre, salon, rencontre en librairie, et c'est très chouette à voir parce que c'est un bon, enfin en fait on sent que l'autrice dénonce tout ce qui se passe du côté de l'édition américaine et c'est un monde qu'on connaît pas forcément nous en tant que français, et ça se passe pas forcément de la même façon parce que c'est un peu un monde de requins, vous savez. J'en parlais dans mon avis, dans mon autre vidéo. Pour moi je voyais ça un peu comme le monde des affaires et c'est vrai que parfois ça peut être le cas. C'est pas toujours facile, c'est pas toujours simple, il y a énormément de polémiques, encore plus depuis qu'il y a les réseaux sociaux, depuis qu'il y a Goodreads qui a ouvert, etc. Donc bref, c'est pas toujours simple, mais en même temps c'est une protagoniste qui est compliquée à suivre parce que c'est horrible ce qu'elle a fait, elle s'est approprié le travail de quelqu'un, c'est l'appropriation culturelle également. Et autant parfois, écoutez, c'est bien fait parce que l'autrice dénonce très bien aussi le harcèlement sur les réseaux sociaux. Mais en même temps, on a du mal à avoir de la compassion pour June, tout simplement à cause de ce qu'elle a fait, vous voyez. Donc c'est un peu des sentiments ambivalents tout au long de notre lecture et c'est ça que je trouve très chouette. C'est ni trop noir, ni trop blanc, c'est juste gris. Et finalement, on se laisse vite prendre au jeu. Il y a un petit aspect, je dirais pas thriller, mais il y a une espèce de petite enquête, il y a un fil conducteur tout le long qui nous pousse à vouloir continuer pour savoir exactement ce qui s'est passé et ce qui va se passer et qui harcèle June. Donc bref, j'en dirai pas plus, mais c'était une très chouette lecture, même si j'avoue que j'ai pas été très emballée par la fin et que j'ai trouvé certains passages un peu longués par moments. Mais bon, ça c'est très personnel mais par contre j'ai très hâte de découvrir les autres livres de cette autrice. Surtout Babel, que j'ai dans ma palle d'ailleurs, juste ici, mais c'est grosse pavasse. Et la guerre du pavot qui est sortie chez Actes Sud. Je sais plus si la suite est sortie, je ne crois pas, donc c'est ça le petit souci. Donc voilà pour cette première lecture, je crois que j'ai mis un 3,75 ou un 4, quelque chose comme ça. Ensuite, j'ai lu L'Anneau de Moebius de Franck Tillier, qui est un autre one-shot, donc j'ai lu 2 one-shots pour le moment de Franck Tillier, donc ça c'est le 3e. Qui est beaucoup plus morbide et beaucoup plus noir que ceux que j'ai pu déjà lire de l'auteur. Donc j'avoue que c'est pas à mettre entre les mains de tout le monde. Il y a des scènes crades, mais vraiment crades, hein. Faut s'y attendre. Et en gros ici on est dans Seine-Saint-Denis et en fait c'est comment je peux dire, c'est un policier qui a été muté pour rejoindre une autre brigade de police et il va vouloir faire ses preuves, sauf qu'en gros il le met un peu sur l'affaire, une affaire hyper compliquée, donc en gros soit il réussit et il monte les échelons, soit il réussit pas et il se casse, voilà. Donc c'est un peu compliqué pour lui. Et d'un autre côté, on va suivre également un autre homme qui, lui, travaille dans le cinéma, qui s'occupe de faire des maquillages, vous savez, FX, là où il y avait pour les effets spéciaux, etc. Genre, je sais pas, quand il y a des masques, non, peut-être pas quand ceux qui on dirait qu'ils portent des masques, et en fait c'est il y a la peau, etc. qui pend, ou ce genre de truc, enfin bref, des trucs un peu dégueux. Et en gros, comme fait tout le temps Franck Tillier, il va y avoir énormément de retours dans le temps, des livres temporels, ce genre de choses. Et du coup, c'est pour ça que j'ai bien aimé, mais en même temps pas tant, parce que je trouve que c'est un schéma hyper répétitif et qu'on retrouve tout le temps en fait dans ces livres. J'ai lu Rêver, j'ai lu Puzzle, et à chaque fois c'était ce même genre de schéma. Et je trouve ça dommage parce que c'est chouette, parce que en fait on perd pas forcément l'attention du lecteur, parce que on suit un personnage dans le passé, on le reçoit ensuite dans le présent, donc nous on essaie de comprendre, on essaie de tout remettre de faire un lien dans tout ça et de comprendre ce qui s'est passé, parce que je sais plus si on sait dans celui-ci ce qui s'est passé avant. Mais bref, du coup on nous donne des indices au fur et à mesure, ok très bien, mais c'est déjà encore une fois, comme je vous le disais, un schéma que j'ai vu dans Puzzle et dans Rêver, donc c'était sympa mais c'était pas incroyable.
Et ici on va suivre également en fait quelqu'un qui est un peu un univers un peu sombre de la société où les gens sont obsédés par ceux qui ont des aspects physiques particuliers. Donc par exemple, il leur manque des doigts, ils ont un pied en moins, ils ont une jambe en moins, ils ont été amputés, ils ont enfin je sais pas, même on s'intéresse également aux gueules cassées, aux gueules cassées pendant les guerres mondiales. Enfin voilà, c'est un peu un monde un peu bizarre, un peu morbide par moments. Ça va bien avec l'ambiance, hein, et puis ça va bien encore une fois avec celui qui travaille dans tout ce qui est les effets spéciaux au cinéma. Mais ouais, ça m'a pas transcendé, on va dire, et j'étais pas non plus intéressée de fou malade par rapport aux autres one-shots dont je vous ai parlé. Et surtout, je trouve que la conclusion est extrêmement rapide, et je me suis juste dit genre tout ça pour ça. Enfin, j'ai pas trouvé ça très crédible. Et ouais, non, j'ai mis je crois un 3,25, quelque chose comme ça, ou 3, je sais plus exactement, mais c'est pas, en gros, si vous voulez vous lancer dans du Franck Tillier, c'est pas forcément celui vers lequel je vous conseille d'aller, parce que je trouve que, encore une fois, rêver surtout, et Puzzle sont bien mieux. Donc voilà. Ensuite, donc vous voyez, c'était 2 one-shots, donc ça commençait un peu mal pour le début de ce mois, mais en même temps, bon écoutez, c'était des livres que j'avais dans ma palle, donc au moins ils n'y sont plus. Et pour rester dans les one-shots et pas un des moindres, ça encore une fois, j'ai pas rentré dedans. Si vous voulez aller voir ma vidéo Reading Vlog où j'en parle beaucoup plus et beaucoup mieux, parce que j'avais tout en tête à ce moment-là. Et c'est un univers qui est hyper dense, donc j'ai pas envie de dire n'importe quoi. Donc j'ai lu le one-shot The Sword of Kagan de M.L. Wang, A Theonid War Story, donc en anglais. C'était mon livre en anglais. C'était un des premiers livres de fantasy pure adulte que j'ai pu lire. Parce qu'avant, je lisais pour le boulot plutôt de la romantasy. Là, vraiment, fantasy militaire, historique. Donc j'avoue, j'avais pas forcément l'habitude, mais c'était très chouette. Malgré un passage, j'en ai déjà parlé, au milieu du livre, où il y a une énorme scène de bataille, de guerre qui dure 70-80 pages, je sais plus exactement. Trop longue. Vraiment trop longue, ça m'a complètement sorti du récit. C'est trop dommage parce que au début c'était plutôt un récit plutôt tourné vers la vie de la famille qu'on suit. Et puis d'un coup il y a cette scène de bataille où on mettait en avant que les techniques spécifiques liées à cette famille, parce que je sais plus, c'est inspiré de je ne sais plus quel pays asiatique. Je veux pas dire n'importe quoi donc je le dirai pas. Mais du coup on détaillait toutes ces techniques de combat. Bon, ok très bien, mais pas sur 80 pages quoi. Enfin ouais non, ça l'a pas fait du tout. Alors surtout que c'est dommage parce que il y a des scènes hyper tristes. Alors j'ai versé ma larme à certains moments, mais même pendant ces scènes de bataille, il y a des scènes hyper tristes. Mais ça m'a rien fait parce que j'avais juste une envie que ça se finisse. Je n'en pouvais plus. Je voulais qu'on passe à autre chose, genre vraiment. Et quant à ce sentiment, je sais pas, je trouve ça trop dommage encore une fois. Parce que ça partait bien, parce que ça s'est bien fini. Mais ouais, il y a vraiment ce truc au milieu où je me suis dit, mais dommage. Et peut-être que si je l'avais lu en français, bon, il va bientôt sortir en français, il est en train d'être traduit par Emmanuel Chastelière. Il sortira chez le groupe Flammarion, donc ils n'ont pas encore annoncé où, donc je ne dirai rien. Mais du coup, peut-être que si je le relisais en français, il y a des détails qui me sauteraient un peu plus aux yeux. Peut-être que je serais plus à fond dedans, mais là j'avoue qu'en anglais j'étais totalement sortie du récit, donc voilà. Je suis un peu déçue parce que j'avais vu que des coups de cœur en fait sur ce livre, que des gens pleuraient, mais genre pleuraient mais des larmes, des litres d'eau ils perdaient vraiment. C'était hyper impressionnant à voir et ça n'a pas été le cas pour moi, donc c'est vrai que je suis un peu triste. Mais l'autrice a sorti un autre one shot cette année je crois. Je sais plus le nom exactement, je vous mettrai la couverture juste ici. Et qui me donne extrêmement envie, donc ça par contre je pense que je laisserai une seconde chance. Après comme je vous le disais, c'est vraiment pas une déception, c'est juste que j'en attendais beaucoup. Et par rapport à ça c'est une déception, sinon j'ai mis quand même 3,5, 3,75, quelque chose comme ça. Parce que la plume est quand même très belle et qu'il y avait des moments très touchants. Et ce que j'aime par-dessus tout, et ce que j'ai commencé à aimer là ces dernières années, c'est qu'on suit une mère de famille qui est de base une vraie guerrière, et qui a mis un peu ce côté-ci de côté pour ses enfants, pour sa famille quoi, et qui va devoir renouer avec son passé
au fur et à mesure. Tout ça pour protéger encore une fois sa famille et j'adore, en fait j'adore suivre ce genre de personnage, je me suis rendu compte avec ça et avec la confrérie du sang de John Gwyn et je ne peux que vous le conseiller si vous aimez vraiment ce genre de personnage parce que je pense que ça pourrait beaucoup vous plaire. Et du coup, je vous conseillerais pour ceux qui n'ont pas forcément l'habitude de lire en anglais d'attendre la traduction française parce que je pense que vous en profiterez encore beaucoup plus. Ensuite, qu'est-ce que j'ai bien lu? Alors oui, j'ai lu une nouvelle et j'étais extrêmement contente, encore une fois en anglais. J'ai lu A Secret History Mistborn de Brandon Sanderson. En fait, c'est une nouvelle qui se passe après la première trilogie de Fils des Brumes. Donc qu'on l'a acheté à New York, c'est Lauralie qui est tombée dessus. Et je suis infiniment reconnaissante d'être tombée dessus parce que c'est vraiment une de mes meilleures lectures du mois d'août. Je suis trop contente. Elle fait quoi? Elle fait un peu plus de 200 pages, donc ça se lit très vite parce que je sais pas si vous voyez, mais le format est petit, vraiment très petit, donc ça se lit tout seul. Et c'est là où je me suis rendu compte, j'en avais déjà entendu parler, que la plume de Sanderson en anglais est vraiment accessible comparé à ça par exemple, vous voyez. Ça se lit tout seul. Bon après, la différence c'est que là je connaissais l'univers, donc même s'il y avait des termes qui étaient inventés, bah je l'avais déjà lu en français. Donc je savais à quoi il faisait référence. Même si je dois dire que c'est là où on voit la différence entre les prénoms et noms qui sont traduits en français. Parce que des moments je fais, bah attendez, c'est qui lui? Je ne l'ai jamais croisé. Et puis finalement j'ai fait le rapport. Bon, non, j'allais dire un exemple de nom, mais j'ai pas envie de vous dire exactement qui. Je ne vous dirai pas non plus qui est-ce qu'on suit dans cette nouvelle parce que j'ai envie de laisser la surprise pour ceux qui le souhaitent. Et pour ceux qui aimeraient la lire, vraiment je vous conseille de la lire qu'après avoir lu les 3 premiers tomes, la première trilogie, parce que sinon ça va spoiler absolument tous les événements, parce qu'on revient en fait sur ces événements au fur et à mesure de l'avancée de cette nouvelle. Et si vous voulez la lire en français, elle est disponible apparemment à la fin du tome 6 de Fils des Brumes dans l'édition livre de poche imaginaire. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont mis à cet endroit, parce que vraiment, alors oui, apparemment il y a des spoils mineurs, mais vraiment très mineurs de la deuxième ère de Fils des Brumes. Mais là, genre là par exemple, tant que je n'ai pas découvert cette deuxième heure, bah je peux pas vous dire si j'étais spoilée ou pas, ou par rapport à quoi j'étais spoilée. Alors que je sais que si je l'avais lu avant ma lecture du tome 3, j'aurais chialé parce que là pour le coup, ça n'aurait pas été possible. Donc bref, voilà, si vous voulez vous lancer vraiment, allez découvrir Fils des Brumes et vous serez hyper content ensuite de lire cette nouvelle. Je ne vous dirai pas pourquoi. Grâce au personnage qu'on suit, j'en dis pas plus. Voilà. Ensuite, j'ai lu... Alors pareil, je l'ai donné à mon ami. En fait, je me rends compte, j'ai lu que des one-shots limite. Ah oui. J'ai lu Magie d'encre de Emma Thors. Donc c'est la traduction de Ink, Blood, Sister Scribe. J'ai toujours du mal avec la traduction de ce titre. Qui était, je crois, dans une box Fairyloot ou Illuminate à l'époque, je sais plus exactement. Et que non, j'avais vu beaucoup de bons retours et je suis la première surprise parce que alors oui, j'en attendais pas mal, mais j'en attendais pas énormément et bah c'est peut-être pour le mieux parce que du coup j'ai beaucoup aimé et j'ai passé un super moment avec cette lecture. Alors contrairement à ce que je pensais, c'est du fantastique et ce n'est pas de la fantasy, donc ayez-le bien en tête parce que moi à ce moment-là j'avais extrêmement envie de lire de la fantasy, donc dans un monde qui était inventé, et j'arrive, je tourne les premières pages, je me retrouve en Antarctique. Bon, heureusement les premières pages m'ont assez happé pour que ça me donne envie de continuer et pas passer à un autre livre. Mais voilà, juste pour que vous le sachiez. En gros ici on est dans notre monde. Donc il y a des... Alors attendez quand même parce que je me rappelle. On va suivre 2 sœurs, enfin une en partie, ouais si 2 sœurs. Une qui est en Antarctique, qui est scientifique. Elle est partie là-bas parce que soi-disant c'était pour protéger sa famille. On sait également c'était un peu sous la pulsion de son père qui lui a dit bah en gros il faut que tu partes absolument pour nous protéger. Sauf qu'elle a jamais voulu s'expliquer avec sa sœur. Elle est partie comme ça du jour au lendemain et elle change d'endroit une fois par an à la même période parce qu'apparemment si elle reste dans l'endroit où elle est, bah elle met en danger tout le monde et elle se met en danger elle-même. Donc du coup elle va commencer, elle va vivre sa petite vie en Antarctique, elle va rencontrer une jeune femme, donc elles vont se rapprocher, donc il va y avoir une relation entre les deux. Du coup elle va décider de prendre le risque de rester pour une fois dans sa vie, sauf que ça va très mal se passer.
je vous en dis pas plus, mais il va se passer des choses, il y a des gens qui en ont peut-être après elle. Et à côté de ça, on suit son autre sœur, du coup, qui est restée dans la maison familiale toute seule. Parce que en gros, son père est décédé, je sais plus, il y a de ça 1 an, quelque chose comme ça. Et ils ont un secret, c'est qu'ils gardent dans le sous-sol de leur maison une espèce de grosse bibliothèque avec énormément de livres, sauf que ce ne sont pas n'importe quels livres, puisque ce sont des livres qui peuvent donner des pouvoirs. En fait, ce sont des livres qui ont été écrits d'une certaine manière. En fait, c'est l'encre. La manière dont elle a été créée, cette encre, je ne vous en dirai pas plus, je vais vous laisser découvrir tout ça, qui donne un certain pouvoir à ce livre, et c'est grâce à ce livre, par exemple, vous pouvez parler avec, vous mettre à parler avec, avec les animaux, vous mettre à, qu'est-ce que je peux dire, faire voler des choses, enfin, soit il peut y avoir des pouvoirs très simples comme ça, mais également des pouvoirs beaucoup moins éthiques qui peuvent mettre le monde sans dessus-dessous. Donc voilà. Ensuite, à côté de ça, on va suivre également un autre personnage masculin qui, lui, habite dans une énorme bibliothèque. En fait, c'est la bibliothèque, je crois qu'elle se trouve à Londres. Donc, il vit avec son oncle, et son oncle, en fait, est à la tête de ce manoir qui regroupe la bibliothèque qui a le plus de livres magiques qui puissent exister dans le monde. Et lui, c'est un scribe, je crois. Et en gros, c'est une des seules personnes qui existent sur Terre qui a le pouvoir d'écrire ces livres magiques. Il utilise quelque chose en particulier pour le faire, et donc du coup son oncle l'utilise un peu pour ça, mais en même temps il le protège de tout parce que en fait si ce personnage meurt, il pourra plus exister de livres. Mais on se rend compte que son oncle il est peut-être pas si sympathique que ça au fur et à mesure, j'en dis pas plus. Peut-être qu'il garde son neveu, pas seulement parce que c'est sa famille, mais également pour d'autres choses. Il est à la recherche d'autres choses, donc voilà. Mais forcément, comme c'est un roman choral, vous comprenez bien qu'ils vont se retrouver à un moment donné où dans l'aventure, on va dire, et je n'en dirai pas plus. J'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé la plume. Alors, faut aimer qu'il n'y ait pas tant d'action que ça, parce qu'il y en a pas tant que ça prenne son temps, mais j'ai pas senti de longueur. C'était lent par moment, mais pas de grosse longueur ou ce genre de choses. Je trouve qu'on s'attache beaucoup aux personnages. J'ai adoré la relation entre les deux sœurs parce que en fait, on parle de deuil, on parle de reconstruction, on parle de cet éloignement que tu peux avoir avec des gens que pourtant t'aimes, mais tu sais pas leur dire en fait tout simplement. Et j'ai trouvé ça vraiment beau de voir cette relation entre elles. J'ai beaucoup aimé également la relation d'amitié entre le personnage principal, entre le protagoniste masculin dont je ne me souviens pas le nom pour changer, et son ami, garde du corps, je ne sais quoi personnel, qui en fait ils font que de se taquiner tout le temps, et pourtant on sent qu'il serait prêt à beaucoup pour lui, donc et inversement. Donc j'ai trouvé ça super chouette. Le seul truc c'est que j'ai pas accroché forcément à une des relations amoureuses, j'ai pas trouvé que c'était indispensable de la créer, voilà. C'est le seul petit point négatif que je pourrais donner. Après, il faut que vous l'ayez en tête, la romance c'est vraiment pas au premier plan, et c'est pour ça que j'ai aimé également ce one shot. Donc bref, je m'intéresse de plus en plus à la collection de Lune d'encre aux éditions de Noël, parce que je vous l'ai pas dit, mais ça a été publié dans cette collection, et là il y en a un autre qui arrive bientôt, sur la Première Guerre mondiale ou la Seconde, je sais plus exactement, de Catherine Ardenne, et il y a une de mes collègues qui l'avait lu en anglais, et j'ai très hâte de voir ce que ça va donner, parce qu'encore une fois c'est un mélange d'historique et de fantasy, et je suis en train de me rendre compte que c'est un genre que j'aime de plus en plus, avec une des lectures que je viens de finir. Je garderai ça pour le bilan prochain, mais oui, je ne peux que vous le conseiller. Et surtout que je trouve qu'on le voit vraiment pas du tout passer sur les réseaux sociaux. Moi je l'avais vu, je l'avais remarqué de toute façon parce que encore une fois ma collègue l'avait lu en anglais, donc je l'avais mis dans ma liste, mais sinon je l'ai vu passer sur la chaîne de Lucie Alu, donc sur le compte Instagram de Benjamin des mots magiques, mais sinon je l'ai pas vu passer tant que ça sur les réseaux sociaux, et je trouve ça vraiment dommage parce que pour le coup c'est un livre qui le mérite, vous voyez. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite un autre one shot. J'ai vraiment pas été bonne niveau saga continue en août, mais je suis en train de me rattraper en septembre.
Je dis ça, je dis rien. J'ai lu un titre de mythologie grecque, j'ai lu Electre de Jennifer Saint. J'avais pas lu son autre livre qui était sur Ariane. Je crois que je l'ai en France, mais je l'avais pas lu. Ici, on va suivre 3 destins de femmes différentes. Donc Electre... bah voilà, je suis trop nulle vraiment pour les noms. Clytemnestre. Et il me manque une. Ça, c'est la femme d'Agamemnon, Clytemnestre. Et, ah oui, et Cassandre. Cassandre de Troie, c'est vrai. Et en gros, on va les suivre. Enfin, peut-être que vous connaissez déjà leur histoire. Moi, j'avoue que je connaissais l'histoire de Cassandre de loin. Clytemnestre, bof, je connaissais plus l'histoire d'Agamemnon. Et Electre, pas du tout. Du coup, en gros, on va suivre les 3 points de vue à chaque fois. Clytemnestre, donc qui est la mère de Electre, et Cassandre, donc qui sont du côté grec, et Cassandre qui est du côté de Troie. Et en gros, ça va se passer pendant la guerre entre les deux, la guerre de Troie. Et après, vous connaissez le cheval de Troie, etc. Donc il va y avoir d'autres figures emblématiques de la mythologie grecque. Mais encore une fois, cette fois-ci, j'aime ce genre de réécriture mythologique puisque ça remet en avant des personnages dont on n'entendait pas forcément parler dans la mythologie de base. Des femmes, hein, encore une fois, et qui ont pourtant eu énormément d'impact sur l'histoire et qui sont très fortes par rapport à tout ce qu'elles ont vécu. Cassandre, surtout Cassandre et Clytemnestre, j'ai surtout Cassandre qui m'a beaucoup touchée avec tout ce qu'elle a vécu. Clytemnestre, encore une fois, d'être sous le joug à chaque fois d'un homme et pourtant d'arriver à faire ce qu'elle a fait, incroyable. Bref, je n'en dirai pas plus, mais je vous laisserai découvrir parce que je trouve que c'est ce genre d'histoire où, comme ça, c'est inspiré quand même de l'histoire avec un grand H, j'ai pas envie non plus de trop vous en dire parce que peut-être que vous en savez déjà. Et pour ceux qui n'en savent pas, je trouve ça mieux d'avoir la surprise. Donc voilà, après c'est juste que c'est vrai que encore une fois, si vous connaissez l'histoire de ces personnages, j'ai pas du tout accroché au personnage d'Electre, mais en même temps qui peut accrocher à son personnage, qui vient me dire là, qui se pose à la table et qui me dit j'ai adoré Electre, c'était mon personnage préféré, franchement, je vous regarderai de haut. Voilà, ça c'est dit. Après, je dois dire que c'est pas ma réécriture préférée parce que je trouve qu'on n'allait pas forcément assez dans les détails, qu'il y avait des ellipses temporelles, bon tant mieux, mais ça se passe sur une grosse période de temps. Et on passait vachement au-dessus de certaines scènes et j'ai trouvé ça dommage. Encore une fois, je trouvais que c'était pas assez détaillé par moments et qu'on mettait pas assez en avant la force de caractère de ces protagonistes féminines qui ont vécu encore une fois des choses absolument atroces. Et je trouvais que c'était pas forcément assez dénoncé, vous voyez. Par rapport à dans les îles Méduses, oui, je vous fais une grosse comparaison à chaque fois avec ce livre, mais je l'ai tellement aimé. Où Méduse, tout ce qu'elle a vécu est vachement dénoncé. Là, j'ai trouvé ça peut-être moins subtil, je sais pas. Dans l'écriture, j'ai pas forcément non plus tant accroché à la plume que ça. Je trouvais que c'était plus des faits qui étaient dénoncés, etc. Mais c'était compliqué de ressentir des choses. Encore une fois, sauf, je vous dis, avec Cassandre, ça m'a fait, ses points de vue à chaque fois me faisaient ressentir beaucoup de choses. Mais les autres, par exemple, Clytemnestre, plusieurs fois, elle a vécu des choses absolument horribles. Et j'aurais vraiment aimé, ressentir ça, me mettre à sa place. Et j'ai eu du mal à me mettre à sa place pour le coup. Et j'ai trouvé ça dommage. Donc bon, après ça se lit très vite, il fait 350 pages. Je sais pas si je découvrirai Ariane, j'en sais rien. Je verrai bien. J'ai pas vu forcément que des avis positifs, mais dans tous les cas, je continuerai à découvrir la mythologie grecque parce que c'est quelque chose qui m'intéresse de plus en plus. Parce que encore une fois, je vous dis, j'aime de plus en plus tout ce qui est fantasy historique, donc ça en fait partie. Ensuite, toujours dans les one-shots, punaise, j'ai vraiment lu que ça. J'ai lu Dernier jour d'un monde oublié de Chris Wiklicevic, donc qui est également l'autrice de Porcelaine sous les ruines et du thé pour les fantômes. En fait, je l'ai lu, alors je l'avais dans la palle depuis un bout de temps. Et puis j'ai vu un avis passer sur, encore une fois sur la chaîne de Lucie Ali. Je l'avais vu passer également sur le compte Instagram de Rémi de l'encre de la magie. Waouh, oui, je suis en train de confondre tous les pseudos. Et j'ai bien fait de me lancer parce que je ne m'attendais pas à ça. Encore une fois, c'est un récit qui est pas très long, il fait un peu plus de 300 pages en poche, donc ça se lit très bien. L'autrice a une plume très particulière, mais hyper originale, très poétique. Et c'est ce que Lucie disait, mais elle arrive à créer cette poésie dans toute cette
dans tous ces côtés sombres, dans toute cette noirceur qu'il peut y avoir dans cet univers. Et j'ai trouvé ça super. Et également qu'il y avait une grosse partie, c'est vrai, qui est hyper solaire entre guillemets, attention, faut prendre à la légère, par rapport à l'humour qui est souvent présent dans tout le genre du récit grâce à certains personnages. Et j'ai trouvé ça chouette parce que bah ça marche très très bien. Et en gros, pour vous en dire un peu plus, mais pas trop parce que c'est court encore une fois et je veux que vous l'appréciez de A à Z sans en savoir trop. On va suivre une jeune fille qui de base est sur une espèce de bateau et avec tout un équipage d'hommes. Je crois que c'est une des seules femmes ou peut-être la seule femme, je sais plus exactement. Et en gros, elle, tout ce qu'elle veut, c'est partir de ce bateau et faire sa vie de son côté. Sauf que en fait, ils sont sur, enfin, je sais plus exactement ce qu'ils voulaient faire exactement, mais ils voulaient rejoindre un endroit, sauf qu'ils vont tomber sur une île qui n'est pas cartographiée sur aucune carte du monde qui existe. Et du coup, ils vont vouloir accoster, sauf qu'en fait, les habitants sur cette île pensaient tout simplement qu'ils étaient les seuls survivants, parce que je ne sais plus ce qui s'est passé, dans le monde entier. Et du coup, là, ils vont voir arriver un bateau, donc ils vont se dire, oula, qu'est-ce qui se passe? Et sur cette île, il se passe des choses très étranges, parce que bah du coup, ils se dirigent eux-mêmes. Et il y a des choses plus ou moins cool qui arrivent à nos personnages. Et également, bah, la justice se fait de manière très, très, très violente par moment. Donc, juste pour vous prévenir, il y a beaucoup de trigger warning. Il y a des scènes qui sont très sombres, donc c'est pas pour tout le monde. C'est encore une fois de la fantasy adulte, donc il faut le savoir aussi. Et encore une fois, c'est un roman choral, donc c'est ce que je préfère dans mes romans de fantasy. Et bref, donc cette jeune fille va réussir à accoster sur cette île et va prendre la place d'une certaine personne, donc je vous en dirai pas plus. Et elle va réussir à s'émanciper, mais en faisant des choses pas incroyables. Donc encore une fois, personnage gris, c'est ce que je préfère aussi dans mes fantaisies adultes. Donc ça a très bien marché. Et puis après, à côté de ça, on va découvrir d'autres personnages, mais je veux pas trop vous en dire. Et franchement, en fait, tout simplement, je ne m'attendais pas à ce genre de récit avant de me lancer. Vraiment, en lisant le résumé, je sais pas, j'avais pas ça en tête. Et ça a super bien marché. Et du coup, ça m'a très donné envie de découvrir ces deux autres livres. Du thé pour les fantômes, je sais plus si je l'ai dans ma palle. Voilà, hein, bah ça c'est d'avoir trop de choses et d'avoir deux bibliothèques séparées. Mais du coup, les porcelaines sur les ruines, je l'ai mis dans ma palle du Cocorico Challenge, vous l'avez vu si vous avez vu la vidéo. Et je n'ai qu'une envie du coup maintenant, c'est de me lancer dans ces autres livres parce que ça m'a donné extrêmement envie. Et encore une fois, vous verrez que la construction du récit est très originale parce qu'il y a des passages, des espèces de traités ou ce genre de choses c'est des traités qui ne sont en rapport qu'avec les lois qui se passent sur cette île. Et je trouve que ça apporte encore un truc en plus pour s'immerger encore plus dans ce monde. Donc voilà, donc je ne peux que vous le conseiller. J'ai mis 4,25, quelque chose comme ça. Parce que je pense que j'aurais voulu en avoir encore plus. Et que je pense que ça peut amener à d'autres choses. Parce que vu cette fin, et vu qu'il y a une autre partie de l'univers qui nous est pas forcément offerte, bah je pense que l'autrice peut encore nous proposer autre chose. Mais est-ce que c'était prévu? Je ne sais pas. Et enfin, et pas des moindres, je ne sais même pas si ma batterie, ma caméra ne va pas encore surchauffer. Mais là, encore une fois, je ne vais pas vous en dire grand chose. Tout simplement parce qu'il y a une vidéo dédiée, un reading vlog où je découvre le premier tome de la première partie des Archives de Rochard de Brandon Sanderson. Vous le savez, si vous avez vu la vidéo, c'est le livre que j'attendais le plus de lire depuis 2020. Tout simplement parce que pour les Archives de Rochard, c'est mieux d'avoir lu d'autres livres qu'il a écrits avant pour avoir tous les éléments possibles pour être immergé le plus possible dans cet univers. Mais j'ai absolument adoré. Alors c'est pas un coup de cœur, j'ai mis 4 sur 5 pour le moment, tout simplement parce que je pense qu'il me manque la deuxième partie, mais bon, elle fait quand même 800 pages à peu près la première partie. Du coup bon, on s'est arrêté là pour le moment avec l'Aurélie. Sûr, on lit la deuxième partie avant la fin de l'année, on se l'a dit, donc ça y a pas de souci. Puis on a tellement aimé toutes les deux que c'est pas un souci, vous voyez, genre ce sera pas une corvée d'enchaîner si proche. Mais j'ai adoré les personnages. Dalina, Kaladin, voilà, je trouvais plus. Kaladin et je ne sais plus, il m'en manque une. Shallan. Voilà, on suit Dalinar, Kaladin et Shallan en gros, parce que c'est encore une fois un roman choral, vous l'aurez compris. Kaladin de base, c'est un guerrier qui est vénéré. On va dire qui est aimé par beaucoup de monde. Il est hyper courageux, il a vécu des guerres incroyables.
en fait il est à la tête d'une espèce de bataillon, où la plupart de ces hommes en sortent vivants grâce à lui à chaque fois. C'est lui qui arrive à garder le plus de monde dans son bataillon à chaque fois, donc par rapport aux autres commandants. Et en fait un jour pendant une de ces batailles, il va se faire attraper par le camp adverse qui va l'envoyer en esclavage. Du coup il va passer par plusieurs maîtres jusqu'au jour où il est acheté par le clan d'un des hauts rois, je crois, je sais plus, du roi de cet univers, donc de Rochard, enfin je sais plus exactement, c'est compliqué hein, quand on n'a pas tous les éléments en tête. Et en gros il va devenir un homme de pont. Donc en fait son rôle ça va tout simplement être de porter des ponts. Quand il y a une alerte qui est donnée, il y a des équipes d'hommes de pont qui portent des ponts pour pouvoir traverser des gouffres qui les mènent à des endroits où ensuite les guerriers peuvent passer sur ces ponts pour aller combattre des créatures qui leur donnent des gemmes, je vais dire gemmes au cœur. La meuf qui confond avec Hunger Games. Des gemmes, je sais plus quoi, bref, des espèces de grosses pierres et en gros il y a une espèce de compétition entre les rois, mais c'est également pour vaincre l'armée adverse et pour pas qu'ils aient ce pouvoir, pour ne pas qu'ils puissent utiliser ce pouvoir contre eux. Donc voilà, être homme de pont c'est horrible, hein. C'est le pire des destins parce qu'en fait ils sont juste envoyés comme ça au pâturage et comme en fait ils les portent, forcément les guerriers adverses, en fait ils leur envoient des flèches, donc ils peuvent rien faire parce qu'ils portent, donc ils se prennent toutes les flèches, bref c'est de la chair à canon. C'est absolument horrible comme destin et du coup il va essayer de se débrouiller avec tout ça et il va essayer surtout de faire en sorte que les hommes de pont et à notre destin ils s'en sortent. Voilà pour ce côté-ci. Ensuite Dalinar, on va le suivre, lui c'est l'oncle du roi qui est à la tête de ce pays et c'est un peu son conseiller parce que à l'époque c'était le bras droit du roi en question qui était le frère de Dalinar. Donc du coup maintenant son frère est mort il y a de ça 6 ans, quelque chose comme ça, donc forcément c'est son neveu qui a pris la tête, qui était du coup le fils du frère de Dalinar. Et sauf qu'en fait il a des visions, il a de plus en plus de visions qui arrivent, parce que je vous ai pas dit mais dans cet univers il y a des espèces de tempêtes, d'éclairs etc qui arrivent par moments, sauf que il faut se mettre à l'abri parce qu'à tout moment tu peux te faire tu peux mourir pendant ces tempêtes. Et lui pendant ces tempêtes il a des visions bizarres du passé de ce royaume où il incarne carrément un personnage pendant ses visions. Et du coup il y a de plus en plus de monde qui le croit fou et qui arrive plus à croire en lui parce que avant Dalinar c'était un guerrier qui faisait peur à beaucoup de monde et qui se battait énormément, qui gagnait énormément. Et du coup maintenant il s'est assagi, il a pris de l'âge forcément. Et en fait il est en train de se demander si cette guerre vaut vraiment le coup, parce que une guerre qui devait durer que quelques mois dure maintenant depuis 6 ans et en fait ils sont en train de perdre en même temps qu'ils sont en train de gagner, donc c'est compliqué. Voilà de ce côté-ci. Et en même temps de l'autre côté on va suivre également un dernier point de vue qui est Shallan. Shallan qui vient d'une famille dans des terres, elle est un peu une famille un peu royale entre guillemets, en gros qui a du sang royal entre guillemets. Et en fait son père est mort, sauf que ses frères et elle ne veulent pas que ça se sache parce que son père avait énormément de dettes envers beaucoup de gens et qu'ils savent que si en fait le jour où ils apprendront sa mort, ils viendront tous réclamer ce qui leur est dû. Ils risquent de perdre leur terre et c'est vraiment pas ce qu'ils veulent. Du coup ils vont envoyer la petite sœur loin à la recherche d'une femme, donc qui est la sœur du roi, en gros ils vont l'envoyer parce qu'ils aimeraient qu'elle devienne la pupille de la sœur du roi qui a énormément de savoir, et en gros il voudrait qu'il lui vole un espèce d'artefact qui fera en sorte qu'ils aient un pouvoir particulier pour garder le pouvoir également sur leur terre. Donc voilà un peu pour tout ça. Tout ce petit monde vit sa vie de son côté, forcément on se rend compte encore une fois qu'à un moment donné ils vont se retrouver. Et tous les points de vue sont très chouettes à suivre, même si j'avoue que j'ai une préférence pour Kaladin et Dalinar que j'ai absolument adoré. Dalinar qui a, je pense, dans la cinquantaine, Kaladin qui a 19 ans, donc vraiment au moins c'est trop chouette de suivre des personnages aussi différents. Et ouais, pour le moment j'ai vraiment beaucoup aimé. Ça se lit tout seul, il n'y a pas de longueur, bref, un Sanderson donc comme on a l'habitude, donc c'était vraiment hyper chouette. Et
Et encore une fois, bon là c'est une grosse introduction, mais on sent que ça va énormément bouger. Donc je pense que je risque d'avoir un coup de cœur pour le tome 2. Donc c'est pour ça que je garde un 4 pour cette première partie. Et pour avoir, je croise les doigts, un beau coup de cœur, donc un 5 pour cette deuxième partie. Mais voilà un peu pour mon bilan lecture du mois de août. Donc je pense que comme vous l'avez vu, c'était un peu compliqué, c'était un peu... Comme j'ai lu beaucoup de gros univers, et beaucoup de fantaisie adulte, c'est pas toujours simple de vous résumer tout ça. Mais bon, j'espère que je vous aurai donné envie de lire certains de ces livres. Et n'hésitez pas à me dire comme d'habitude ce que vous avez lu en septembre, quelle a été votre meilleure lecture de septembre. Et si dans ces livres que je vous ai présentés, il y en a que vous avez déjà lu. Et puis, comme on termine sur les archives de Rochard, n'hésitez pas à me mettre un emoji épée, vous savez les deux... déjà je fais Satanas là. Les deux épées qui se rejoignent comme ça. Et puis je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.